question. Si vous l'acceptez, on va peut-être prendre 3-4 questions à chaque fois par cela, pour que vous puissiez les regrouper, les noter, et voilà. Alors, vous faites commencer de ce côté-ci, oui, je vous en prie, monsieur. Tout le monde se présente. Oui, c'est le cas de l'agence sur Terre. Vous avez parlé de financement du réseau nucléaire. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu comment vous voulez ça? Est-ce que ça se présentera comme regulated asset base, comme vous voulez pour Sizewell? Et pouvez-vous aussi parler un peu des perspectives de l'export, l'Arabie Saoudite, l'Inde, et où en sont vos négociations avec le gouvernement anglais sur regulated asset base? Sur quoi ça se décline? Est-ce que c'est sur la durée, sur le pourcentage de... Pardon? Ah, je vais arriver. Anthony Huard, groupe général du Soleil. Vous avez mentionné les défis de l'électrification des pays en voie de développement, et notamment en Afrique. Est-ce que le nucléaire peut constituer une partie de la solution dans certains pays d'Afrique? Je ne parle pas de l'Afrique du Sud ou du Maghreb, mais des pays d'Afrique subsaharienne où les réseaux électriques sont clairement pas dimensionnés pour. Et donc, comment vous voyez ça? Et peut-être une deuxième question également, c'est, vous avez parlé de la complémentarité entre solaire et nucléaire, à laquelle on croit également beaucoup. Et le plan solaire d'EDF, qui est très ambitieux, 30 gigawatts, ça représente à peu près 100% de la PPE annoncée. Donc, est-ce que vous visez 100% de part de marché? Et auquel cas, c'est une très belle ambition, on peut vous en féliciter. Et ça nécessite du foncier disponible. Alors là, je pose une question parce que je maîtrise mal cette partie-là du sujet, mais il paraît qu'il y a des fonciers disponibles à proximité des centrales nucléaires qui ont été prévus pour pouvoir construire les nouveaux réacteurs. Est-ce que vraiment l'EDF a l'intention d'utiliser ce foncier pour faire le plan solaire, auquel cas où est-ce qu'on mettra les nouveaux EPR? Je vous remercie pour cette écoute. Bonjour, Ron Ménézet du Parisien. J'ai une question sur la Grande-Bretagne. Comment vous percevez le désengagement de certaines entreprises, notamment japonaises, que ce soit Toshiba ou Mitsubishi, sur le nucléaire britannique? Oui, Charles Monod, inventeur. Quel est le coût de démantèlement des centrales après 50 ou 60 ans d'âge, par centrale ou par kilowatt, comme vous voulez? Une dernière pour cette première slide, et puis on va laisser répondre. Bonjour, Christophe Journet, matière première, énergie média. Récemment, la déléguée générale de la SFEN m'a parlé de la possibilité refusée, semble-t-il, par le gouvernement français, de terminer les recherches sur un modèle de réacteur qui permettrait de recycler une grosse partie des déchets nucléaires qui sont stockés actuellement sur le territoire français, dans 2 endroits au moins. Donc c'est la première question. Qu'est-ce qui a fait que ces recherches, sans parler de Cadarache, ne peuvent pas être considérées alors que Bruxelles les considère et les budgète? Donc là, il y a une question qui me paraît importante. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'on est quand même face à un vrai mythe qui s'appelle le mythe éolien? Il y a également un autre, pas un mythe, mais quelque chose. Le soleil, c'est pareil. Et Icare, Éole, enfin, tous ces dieux grecs, on a vu dans quelle situation. Ce sont de belles métaphores, clairement. Merci pour les questions. Enfin, il y a Zeus et puis l'assembleur des dieux, quand même. Il y a Jupiter. J'ai pris note, sinon j'aurais un peu de mal à me retrouver. Sur le premier sujet, qui regroupe un certain nombre aussi d'autres sujets, j'y reviendrai en Grande-Bretagne, le sujet du financement, effectivement, est un sujet clé. Vous faisiez allusion tout à l'heure pour l'Angleterre, pour ce qui nous concerne, pour nous, pour notre nouveau nucléaire en France. Par revanche, je vais faire référence sur le Hitachi en Grande-Bretagne avec le réacteur qui voulait faire Horizon. On est toujours autour de ce sujet du financement, et qui est un sujet assez clé, parce que simplement, le nucléaire, c'est clair, c'est un outil très capitalistique, qui pendant plusieurs années ne rapporte pas d'argent, qui une fois que les connecteurs réseau, là, en EBITDA, ils délivrent beaucoup d'EBITDA, parce que globalement, les coûts de fonctionnement rapportés à la production sont relativement faibles,
Mais globalement, vous passez par une période où vous avez des gros investissements à faire avant de pouvoir avoir le début d'un retour sur investissement. Tant que le prix est un des éléments clés, en plus, quand on cherche à mobiliser des banques, c'est quel prix garanti derrière. Parce que si vous n'avez pas de prix garanti derrière, c'est quand même très difficile d'aller chercher des banques en disant voilà, je vais chercher plein d'argent, mais globalement, on ne sait pas vous dire à quel prix garanti on a derrière, donc on n'a pas de garantie de retour sur investissement. Donc ce sujet de financement est donc un sujet assez clé. On l'a expérimenté sur HPC avec un modèle de contract for difference dont vous avez entendu parler, je suppose, qui consiste à dire qu'un prix est garanti et ça permet d'avoir un ROI ou un WACC suffisamment correct compte tenu des risques industriels que vous prenez. Donc ça, c'est une première approche, mais on voit bien que ça peut conduire, compte tenu que vous prenez quand même, vous êtes quand même sur une industrie où vous investissez de façon importante, vous en exigez automatiquement un WACC élevé, si vous êtes d'autant plus le seul à porter l'investissement. Bon. Après, il y a d'autres schémas qu'on commence à regarder pour Sizewell notamment, qui seraient effectivement des schémas où non seulement on a un prix garanti, mais on pourrait à la limite baisser ce prix garanti si en termes d'investissement initiaux, il y avait d'autres parties prenantes qui, vu des banques, pourraient assurer une certaine stabilité de l'emprunt et de retour sur investissement, notamment de l'État, etc., etc. Donc, toutes ces réflexions-là, je ne vais pas aller dans le détail, mais on voit bien qu'on a sans doute intérêt à travailler sur les deux volets, c'est-à-dire à la fois un certain niveau de prix garanti, tel que le contrat for difference sur HPC, et sans doute également un autre volet qui est l'opérateur, quand il opère, prend le risque d'investissement, mais il ne doit pas le prendre seul. Il doit le prendre sans doute avec d'autres parties prenantes qui sont de nature, entre guillemets, à rassurer les investisseurs et donc à permettre cet investissement. Et automatiquement le prix du contrat for difference est baissé. J'insiste sur ce point-là parce que, juste un point de WACC ou un point de ROI sur des projets tels que des projets nucléaires, où vous avez quand même 6 à 7 ans de construction minimum, et puis derrière vous avez la mise en exploitation. Un point de WACC, c'est à peu près 10 € par mégawattheure, juste pour vous donner un ordre de grandeur. Vous voyez bien que si vous êtes à 10% de WACC ou 6% de WACC, ça fait quand même, quand on compare après les prix en euros par mégawattheure, le côté rentabilité et le côté comment je mobilise les investissements est clé. Donc, on a fait une première expérience en Grande-Bretagne avec le contrat for difference. On est en train d'envisager avec le gouvernement anglais peut-être d'autres façons de faire pour Sizewell. Il est trop tôt, je pense, aujourd'hui pour en parler. On est en discussion avec eux. Je pense que les Japonais ont eu deux difficultés sur la Grande-Bretagne. Un, d'une part, sans doute, ce sujet de financement qui est un sujet compliqué. Et deux, globalement, vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, et ça fait écho d'ailleurs à notre capacité d'exporter ou pas d'exporter. Quand vous faites plus de nucléaire dans votre pays, il est quand même très difficile d'aller à l'international et dire je vais en faire à l'international. En termes de crédibilité, vous êtes quand même peu crédible. D'ailleurs, c'était toutes les difficultés de tous les gouvernements dans les 5 ou 6 dernières années, quand ils allaient à l'international porter des projets et à essayer de nous aider sur le nucléaire à l'international. La première réponse qu'ils avaient de leurs interlocuteurs, c'était quand même de dire mais attendez, ok, vous êtes prêts à investir, mais pourquoi vous arrêtez votre nucléaire? C'était quand même assez direct comme réponse, et c'est évident, je veux dire, tout le monde peut le comprendre. Donc il y a un lien assez fort entre qu'est-ce qu'on fait nous en France et qu'est-ce qu'on fera demain à l'international. On avance. Sur l'Inde, on avance, par exemple, on peut poser allusion sur l'Inde, on a remis une offre. Alors, pour qu'on soit très précis, notre politique aujourd'hui, c'est quand on est l'opérateur, dans nos pays où on est opérateur, typiquement la France et la Grande-Bretagne, c'est clairement, c'est à nous de porter, avec d'autres bien sûr, mais c'est à nous de porter la responsabilité des maîtres d'ouvrage et donc de maîtres d'ouvrage de la construction. Par contre, il est clair que c'est dans des autres pays où on va, c'est ça notre schéma aujourd'hui industriel, dans les autres pays où on va demain à l'export, où il y a déjà un opérateur, c'est pas nous qui allons porter ce risque de construction dont on voit bien aujourd'hui qu'il est quand même le risque majeur. Quand on va en Inde, typiquement, ce qu'on porte, c'est une proposition de design de réacteur qu'on offre, voilà, à un certain prix, des équipements, des composants, etc., etc. Mais le risque de construction, il sera clairement porté dans le schéma par NPCIL, qui est l'exploitant indien.
il faut qu'on soit bien clair hein, sur ce sujet-là. Je pense qu'il est important en termes de risque. Sur les pays d'Afrique, je vous suis complètement. Je pense que le premier développement de l'électricité en Afrique, ce sera le solaire. Enfin, je veux dire, pas faire du solaire en Afrique, ce serait complètement idiot. En plus, vous avez raison, il n'y a pas forcément de grands réseaux électriques en Afrique pour l'instant. Et donc, vraiment, la production décentralisée par des moyens solaires est sans doute la voie par laquelle les choses sont en train de se développer. Alors, pour répondre à votre question, moi, je n'ai pas de mythe. Hein. Je n'ai pas de mythe solaire, je n'ai pas de mythe nucléaire, d'ailleurs, je n'ai pas de mythe éolien. Il faut être pragmatique. Enfin, je pense qu'il faut sortir de la guerre de religion sur les moyens de production d'électricité. Il y a des moyens bas carbone et il y a des moyens pas bas carbone. Voilà, donc les moyens bas carbone, il faut les encourager, que ce soit éolien, solaire ou nucléaire. Là où ça fait plus sens, normalement on peut être surpris au niveau mondial qu'on fasse du nucléaire aux Émirats arabes et qu'on fasse du solaire en Allemagne. C'est vrai qu'on pourrait penser que globalement pour le monde, il serait peut-être plus intelligent de faire le contraire. Mais bon, globalement, on avance quand même dans ce sens-là. Nous, on fait du solaire, on en fait depuis beaucoup plus longtemps que les gens croient. On en fait notamment en Californie, par exemple, on n'arrête pas de le dire, de le citer, au Chili aussi, tout simplement parce qu'en Californie, vous avez 2 fois plus de soleil qu'en Europe, et en plus, quand vous avez la pointe de solaire en Californie, vous avez la pointe de consommation, parce que la pointe de consommation, c'est avant tout la climatisation. Donc franchement, pas faire du solaire en Californie, ce serait complètement stupide. Donc on en fait, on en développe, en plus on profite de la baisse des prix, et donc on est très complémentaires. Après, je pense qu'à un moment ou à un autre, il y a un sujet de complémentarité qui va apparaître, et au fur et à mesure que les pays africains vont se développer, ils vont avoir besoin d'accéder à des moyens de production plus massifs, avec du développement de vie, etc. On voit aujourd'hui un certain nombre de pays se rapprocher, non pas tellement d'ailleurs de la France, mais beaucoup, parce qu'on a quand même des contacts avec eux, beaucoup des Russes, hein, parce qu'aujourd'hui la plupart des marchés internationaux, il faut quand même l'avoir en tête, au niveau du nucléaire, sont décrochés par Rosatom, et on sait que des pays comme le Kenya, par exemple, se sont rapprochés de Rosatom, enfin, beaucoup de pays, notamment d'Afrique de l'Est, qui sont aujourd'hui en plein développement, comme le Mozambique, le Kenya, etc., se rapprochent des grands acteurs internationaux, et principalement aujourd'hui, à cause de leur réputation, à cause des nombres de contrats gagnés, se rapprochent de Rosatom pour essayer effectivement de développer du nucléaire. Ça, c'est un marché mondial, donc de toute façon, les grands acteurs, on les connaît, ils ne sont pas divisés. Le coût de démantèlement, puisque vous m'en parliez, donc je serai précis, il y a différents réacteurs. Là, je pense que votre question, c'est avant tout les réacteurs de génération 2. C'est les réacteurs aujourd'hui qui sont en exploitation sur notre parc nucléaire. Je précise ce point-là parce que c'est pas le plus compliqué. À la limite, on est en train de le finir et de valider les coûts d'ailleurs en déconstruisant le réacteur de Chaux A, qui est un réacteur à eau pressurisée qu'on a dans les Ardennes. Donc, on est en train de finir sur des constructions. 2020, on aura quasiment terminé, 2020-2022. Donc on sait à peu près à quel prix on sortira, sachant que c'est une tête de série, on voit bien après les effets de mutualisation qu'on peut avoir. Donc là, je peux vous confirmer qu'on sera en gros, effectivement, à peu près à 350 € du kilowatt, c'est l'ordre de grandeur, pour la déconstruction des réacteurs à eau pressurisée. Ça, c'est la partie qui est devant nous, et tout le monde parle. Il y a une autre partie qui est beaucoup plus compliquée, qui n'est pas Cresmatville ou Wallis, on va y arriver. Cresmatville, c'est pas très compliqué, c'est lourd, c'est gros, mais c'est pas très compliqué. Wallis, c'est plus des aspects réglementaires. Le sujet le plus compliqué en matière de déconstruction, là, nous ne cachons pas la place, c'est la déconstruction des réacteurs graphite-gaz, de la pile des réacteurs graphite-gaz de première génération. Cela, c'est extrêmement compliqué, parce que vous avez un réacteur, l'équivalent de la cuve, vous avez un réacteur qui fait à peu près 30 mètres de diamètre, 50 mètres de haut, et à l'intérieur est un mélange d'acier, de graphite, de tirant, etc., etc. Et donc, on est très précautionneux sur la manière dont on va déconstruire ce genre de choses. Des réacteurs de cette taille-là, on sera les premiers à les déconstruire. Personne ne l'a fait dans le monde. Tout le monde les a mis sur ce qu'on appelle safe storage, sur le mode, avec ça sous 70 ans, sous cocon, puis on y reviendra dans 70 ans, parce qu'on va laisser la radioactivité décroître. Tout ça, excusez-moi, c'est bullshit. On sait très bien que la radioactivité ne va pas décroître autant que ça va changer les choses. Simplement, c'est pour repousser les choses, et tout le monde aujourd'hui, dans tous les pays du monde, ils ont fait ça. On va être les premiers à attaquer la déconstruction des réacteurs de génération 1, et je peux vous dire qu'on est regardé de près. Les Anglais veulent s'associer maintenant avec nous, la communauté européenne aussi regarde, de manière à effectivement attirer ce sujet-là qui est un sujet majeur. Mais c'est quelques réacteurs. Les autres réacteurs, les réacteurs de génération 2, ça on sait les déconstruire, mais c'est pas la chose la plus compliquée devant nous. Sur les recherches réacteurs du futur, alors je pense que vous faites peut-être allusion à Astrid, je ne sais pas à quoi vous faites allusion, mais je pense que c'est surtout à ça. Donc sur ce sujet-là, en fait, on a depuis octobre dernier réaligné la filière sur la manière dont on voit ce qu'on peut appeler la génération 4.
tout simplement parce qu'il y a eu pas mal de, j'allais dire de bisbilles pendant un temps entre CEA, Orano, EDF sur le sujet. Aujourd'hui, après en avoir discuté avec les acteurs et puis compte tenu d'un certain nombre de changements d'acteurs aussi qui sont intervenus à la tête du CEA notamment, on a pu aligner tout le monde sur une vision globale. En gros, on passe par 3 étapes. Une étape court terme. Court terme, c'est 10 ans pour nous dans ce genre de choses, dans lesquelles il va falloir faire 2 choses. Bien faire et fiabiliser la filière MOX, parce qu'elle a quand même ici ou là quelques petites difficultés et quelques investissements à faire. Donc, fiabiliser la filière MOX, c'est extrêmement important. Et dans le même temps, dans le cadre du projet de PPE, on voit bien que si on veut un avenir au MOX, il faudra moxer des réacteurs 1300 MW au fur et à mesure que les réacteurs 900 MW vont s'arrêter. Et ça demande 10 ans de travail à peu près. C'est pas rien. Parce qu'il y a des travaux d'études, mais il y a aussi des travaux de logistique, de transport à modifier, parce que les assemblages étant plus longs, vous avez des conteneurs à développer, ça vous paraît rien, mais un conteneur pour le qualifier, c'est 10 à 15 ans en France. Donc il faut quand même avancer de pied ferme sur comment on va boxer les réacteurs 1300. Ça, c'est court terme. Le long terme, effectivement, on le voit plutôt dans des réacteurs de génération 4 tels que vous le déployez, tels que vous les indiquez, plutôt, et on garde cette filière d'objectifs de réacteurs de génération 4. Est-ce qu'on les fera seuls ou avec d'autres partenaires? Ça, à mon avis, c'est un peu tôt pour le dire. Et puis entre les deux, à moyen terme, on voit aussi travailler un sujet de R&D qui avait été un peu laissé de côté pendant un moment, mais qui nous paraît intéressant, qui serait le multi-recyclage du plutonium dans nos réacteurs. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on passe les MOX dans nos réacteurs, on a des MOX usés et des URE usés qu'on stocke. Et là, l'idée, ce serait de dire, on essaye de développer, de reprendre du plutonium dans ces MOX usés. Il faut développer de la R&D parce que globalement, une fois qu'ils sont passés une première fois, ils ont des isotopes du plutonium 232, 242, enfin des isotopes pairs qui sont plutôt des poisons qui empêchent de les réutiliser derrière. Donc comment on les sépare des autres pour remettre les bons plutonium dans des MOX pour refaire un tour. Ça se regarde. L'avantage de cette voie moyen terme, ça serait effectivement, quand vous faites ça, vous voyez bien, vous diminuez quelque part le stock de plutonium que vous produisez, ou en tout cas vous le stabilisez, alors que sinon il aurait tendance à augmenter. Donc c'est un peu ça l'idée de base qu'on est en train d'aligner. On a aligné maintenant une filière avec trois échéances de temps. Après, il nous faudra effectivement aller chercher sur un certain nombre de points le soutien de l'État, et je pense que c'est à ça peut-être que Valérie Frédon vous avez dit. J'ai entendu dire que le gouvernement s'est prononcé effectivement en disant non pour l'instant. On vendait le PPE sans tenir compte de ça, alors que la réserve de déchets stockés qu'on reçoit de l'étranger aussi, pour lesquels on est payé, correspond à peu près 300 000 ans de besoin d'énergie de la France. On le renvoie normalement, tous les déchets qui sont issus du traitement du MOX, du traitement de l'uranium, on les renvoie vers sous forme de déchets dans les pays en question. Donc ce qu'on peut garder et mettre sur étagère, effectivement, de côté, c'est le plutonium. Mais simplement, clairement, on ne veut pas traiter et mettre du plutonium sur étagère, enfin, pour de raison évidente de prolifération. Donc ça, on ne veut pas le faire. Par contre, donc ça veut dire qu'en conséquence, les MOX usés s'accumulent, et donc l'idée de base, ce serait plutôt de dire comment on peut aller chercher dans ces MOX usés le bon plutonium pour refaire un tour derrière. Ça demande quand même de la R&D, et des gros investissements de R&D qu'on veut faire entre EDF, Orano et CEA. On est d'accord sur le fait de dire qu'il faut maintenant avancer sur ce point-là, qui sera quand même plutôt un sujet de moyen terme, hein. C'est pas pour les 10 ans. Enfin, la R&D, c'est pour les 10 ans qui viennent. Par contre, les développements industriels, on les voit plutôt à l'horizon, 2035, 2040, par exemple. C'est pas si loin que ça. Cette histoire de plutonium, en France, il y a une espèce d'appétence pour le plutonium qui m'a toujours surpris. Ça va rendre des choses encore plus radioactives, quoi. De plus en plus compliqué de sortir à chaque fois. Et juste pour dire, sur la question de monsieur, il y a 10 ans, donc c'était il y a longtemps, je m'étais intéressé aux déchets nucléaires et je pensais qu'il fallait travailler davantage sur l'incinération. Et donc le CNRS et d'autres avaient travaillé là-dessus avec un certain nombre de réacteurs, sûreté passive, tout ce qu'on veut, et on envoyait des particules extrêmement chargées pour casser les actinides mineurs. Et donc l'idée de base, c'était les déchets à vie longue, on les transforme en déchets à vie brève. Et moi je trouvais que politiquement c'était magnifique. Magnifique idée, et je ne comprenais pas pourquoi le CEA s'y opposait. C'était pas l'EDF, c'était le CEA. Ah non, c'est pas la peine, c'est tellement lourd, les trucs, de toute manière ça ne bougera pas, regardez au clos, etc. Moi je pense que c'est une erreur politique. Voilà. Et donc sur ce que vous disiez, en Belgique, il y a quelque chose qui s'appelle MIRA. Donc, il y a un certain nombre de travaux
Alors ça ne concerne pas EDF, mais je pense politiquement, pour le nucléaire, oui, il faut continuer à travailler là-dessus. Parce que c'est très important, et parce que si vous arrivez à réduire la durée de vie des déchets à bilan, alors là, vous avez gagné très largement pour le nucléaire. Enfin, voilà, une incidente en passant. C'était une des 3 voies envisagées dans la loi de 81, ce qu'on appelle la transmutation. Sur le papier, c'est une belle idée. Après, sur le R&D, déjà, c'est compliqué. Industriel, c'était encore plus compliqué. Sur les temps, je pense qu'il faut rester en éveil pour la réalité sur tout ce qui se passe, y compris à l'étranger. J'étais vendredi en Russie, par exemple, donc on discutait avec mes collègues russes. Je vois qu'ils continuent d'avancer sur le sujet. Donc, je pense que là-dessus, il faut qu'entre industrie nucléaire, on reste ouvert au dialogue et voir la coopération. Parce que sur des sujets comme ça, moi, je ne crois pas qu'on puisse réussir seul. C'est comme dans l'aérospace. Comme dans le spatial, souvent il faudra des alliances sur telle ou telle chose pour déboucher, parce que ça demandera des efforts de R&D et peut-être même d'investissement qui ne sont peut-être pas à la maille d'une entreprise ou encore moins d'une nation. Vous pouvez préciser sur Astrid, vous n'avez pas répondu sur Astrid. Sur Astrid, on le voit comme étant un réacteur de génération 4 nécessaire pour le long terme. On le voit pour le long terme, on l'a toujours dans le paysage. Alors, est-ce que ça s'appellera Astrid ou pas? Moi j'appellerais un réacteur de génération 4. Réacteur de génération 4, on le voit toujours. En même temps, à moyen terme, on pense qu'il faut que vous continuez de faire, c'est de faire des simulations, des développements industriels, pas forcément immédiatement passer au réacteur de génération 4. On a d'autres choses à faire avant, je pense. Merci pour cette première série de questions. Je pense qu'il y a une petite... J'ai remarqué là dans vos réponses, vous n'avez pas répondu totalement à la question sur le foncier. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai trouvé ça... Votre prise de position, je veux dire, on voit bien, dans la presse, on voit bien chez le citoyen, qu'on oppose souvent le nucléaire et les ENR. C'est vrai, dans la perception en tout cas, c'est le discours promu, par la presse et qui en joue, et c'est la perception par le citoyen. Vous prenez une force, une prise de parole qui est forte en tout cas, sur le nucléaire et sur le solaire, et vous le dites, ça va de pair, et on met un programme, un plan en place. Est-ce que vous avez un plan pour l'ensemble des autres ENR, pour l'éolien, pour la géothermie, parce qu'il n'y a pas que le solaire électrique, il y a d'autres formes d'énergie. Et quels sont vos indicateurs pour l'arbitrage? Voilà. D'autres questions? Bonjour. Bonjour, Victor Roux-Coquen, journaliste à Contexte. Je voulais savoir si vous avez commencé déjà à travailler sur les sites qui seront désignés pour fermer dans le cadre de la PPE. Comment ça allait se passer? Merci. Je crois que oui. Alors, on va essayer d'aller jusqu'au bout, là. C'est mieux. Bonjour, Benoît Lemignan. Je reviens sur 33 €. Je n'ai pas compris quelque chose. Benoît Lemignan. De quelle organisation? Je travaille chez Méridiam. Je vous posais la question de savoir le 33 € que vous avez évoqué, comment il se rapproche du tarif de l'AREN, qui est un tarif très public. Il me semble que le message sous-entendu avec le 33 n'est pas celui qu'on retient souvent, qui est que la cession au prix de l'AREN ne permet pas de couvrir les coûts, donc j'aimerais un éclairage là-dessus. L'autre question que j'avais, c'est qu'est-ce qu'on fait du charbon en France et quelles sont les réflexions que vous menez sur ces sujets-là qui ont un peu repris du bas de la lettre, dans l'actualité récemment. Merci. Et bonjour, Pierre Odigier, donc ingénieur en retraite. Quels enseignements tirez-vous de l'expérience allemande en matière de transition énergétique, sachant que M. Jürgen Trittin, ministre de l'écologie ou de l'énergie en 2004, avait promis qu'il n'en coûterait au ménage allemand pas plus que le coût d'un cornet de glace. Récemment, l'université de Düsseldorf a fait une étude sur le coût de la transition énergétique jusqu'en 2025 et aboutit au chiffre de 500 milliards d'euros jusqu'en 2025. Et je rappelle que Peter Altmaier, qui était ministre de l'énergie aujourd'hui et qui était quelque chose du genre ministre de l'énergie il y a quelques années, avait évalué le coût de la transition énergétique, mais d'ici 2050, à 1000 milliards. D'où ma question, quels enseignements tirez-vous de cette expérience, je l'appelle toujours expérience, de l'expérience allemande?
du cornet à glace a beaucoup augmenté. Oui, je reviendrai. Bon, j'en pose encore une ou deux questions. Là, nous avons deux interlocuteurs, dont un est le président du comité scientifique l'Eden, à qui je vais passer la parole, et également le représentant d'un des grands groupes leaders, je veux dire, sur les chauffeuses électriques, qui, à mon avis, aura certainement quelque chose à nous dire. Jean-Pierre Ouette, oui, c'est une question de cours en fait. Vous avez évoqué à plusieurs reprises dans votre intervention initiale l'importance du stockage, ce que personne ne conteste, mais concrètement, comment organiser les choses? Quelles sont les voies que vous pensez devoir être développées? Et en particulier, quel rôle vous voyez pour l'hydrogène? Et à quelle échéance? Bonjour, Gérard Turc, architecte. Pour revenir sur le foncier, est-ce qu'il n'y a pas les possibilités d'utiliser les très nombreuses toitures de bâtiments commerciaux industriels pour mettre les panneaux solaires? Ça aurait surtout un intérêt, c'est de ne pas imperméabiliser plus de sol que d'installer des panneaux en campagne. Deuxième série, donc je vais commencer par le foncier, puisque finalement ça fait le lien entre ce que vous dites. Sur notre plan de 30 gigawatts de solaire, on voit aussi une partie effectivement en toiture. Clairement, à peu près le tiers, je pense que le tiers sera sur effectivement des toitures telles que vous l'évoquez. Le reste, effectivement, ça nécessite quand même effectivement des hectares. 30 gigawatts, c'est en France? 30 gigawatts, c'est en France. 30 gigawatts, pour faire simple, c'est assez simple finalement. C'est 30 gigawatts, c'est 30 000 hectares, c'est 30 milliards d'euros. Voilà. C'est l'ordre de grandeur, c'est assez cohérent, les chiffres, et c'est assez simple à retenir d'une certaine façon. C'est quand même un gros plan d'investissement, hein. C'est quand même extrêmement important. Sur les fonciers près de nos centrales, là ce qu'on dit c'est assez simple. En fait, tout le monde est d'accord pour dire que c'est rétable peut-être, mais que notre parc nucléaire n'est pas éternel. Donc à un moment ou à un autre, on l'arrêtera. Donc quand on l'arrête, il faudra bien mettre des nouveaux moyens de production. Qui dit nouveaux moyens de production dit nécessité de terrain. Donc pour l'instant, ce qu'on fait simplement sur nos centrales nucléaires, autour de centrales nucléaires, et pas de nos centrales nucléaires, on le fait aussi autour de nos centrales thermiques, etc. C'est de racheter du terrain progressivement, parce on sait qu'on aura besoin de terrain, quel que soit le moyen de production qu'on mettra en place. Donc pour l'instant, on n'a pas choisi le moyen de production. Encore une fois, par les nouveaux nucléaires, on a quand même un dossier à déposer en 2021, et puis après avoir une position du gouvernement. C'est quand même le gouvernement qui définit la politique énergétique du pays. Donc, par contre, on sait que quelle que soit la décision finale, on aura besoin de terrain. Et l'avantage d'acheter du terrain près de centrales existantes, il y a un gros avantage quand même, c'est que le réseau électrique est là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a quand même un sujet, c'est quand même le raccordement au réseau électrique, quel que soit le moyen de production, sur les centrales existantes, qu'elles soient nucléaires, thermiques ou autres, vous avez ce raccordement qui est prêt, qui est là, qui existe pour l'existant, et qui demain, à la limite, si on arrête l'existant, qu'on met du neuf, on pourra l'utiliser. C'est quand même, c'est du bon sens, hein, quelque part. Et donc, et le prix, bien sûr. Bien sûr, quand on veut se connecter au réseau, c'est beaucoup moins cher. C'est plus à la campagne, ça c'est sûr, c'est clair. C'est pour ça qu'on a cette politique d'achat de terrain, ce 80%. On n'a pas du tout décidé de qu'est-ce qu'on mettrait sur place, ce qui est quand même normal. Après, sur les arbitrages qu'on fait, effectivement, c'est des arbitrages économiques. Alors, quand je disais 30 milliards d'euros, en fait, quand on regarde, il y a des effets de levier sur, par exemple, les énergies renouvelables qui sont extrêmement importants, parce que dans les énergies renouvelables, vous avez en général des prix garantis, donc vous pouvez aller mettre peu en investissement et vous êtes beaucoup en emprunt. Et quand vous regardez l'un et l'autre, ça vous permet effectivement d'avoir des effets de levier extrêmement importants. Vous n'êtes pas obligé de mobiliser énormément de capex interne pour pouvoir développer des projets de ce type-là avec des emprunts. Vous pouvez, du project financing en particulier, vous pouvez effectivement quand même assez bien contribuer au développement de ces énergies renouvelables, à condition effectivement qu'il y ait un prix garanti en face, qui est le cas aujourd'hui pour ces moyens-là. Sur les sites pour fermer, puisque vous aviez cette question-là, bon, on n'y a pas travaillé dans le détail aujourd'hui, mais enfin c'est quand même, quand je dis qu'on étalera l'arrêt de nos réacteurs entre 50 et 60 ans, et si on veut l'étaler, il ne faut pas commencer par les réacteurs les plus jeunes. Hein. Vous avez plutôt intérêt à commencer par les réacteurs les plus âgés, et cela vous amener